Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct sur LCI. Poutine veut récupérer son tueur à gages. C'est ce que nous apprend le Wall Street Journal. Il veut récupérer un agent très particulier, l'assassin russe Vadim Krasikov, qui a été condamné à la prison à vie pour meurtre en Allemagne. En échange, le président russe est prêt à libérer des Occidentaux détenus en Russie, dont le journaliste américain Evan Gershkovich, qui travaille pour le Wall Street Journal. Le tueur à gages Vadim Krasikov, le voici. C'est dire si Poutine est prêt à libérer des détenus en Russie, à quel point il veut retrouver cet agent. Lydie, vous qui nous avez rejoint, expliquez-nous qui est cet assassin que Poutine veut à tout prix récupérer. Vadim Krasikov, c'est donc un Russe âgé de 58 ans, condamné à la perpétuité, vous l'avez dit, en Allemagne. Il a été écroué il y a 3 ans pour le meurtre du Géorgien Tornik Kaftarashvili, tué de 3 balles en plein jour. Cela s'est passé dans le parc de Tiergarten à Berlin. Nous sommes alors en août 2019 et pour l'Allemagne, il ne fait aucun doute. Il s'agit d'une liquidation alors orchestrée directement par la Russie, préparée de longue date et exécutée de sang-froid parce que l'homme est donc abattu en plein jour, on l'a dit, avec un pistolet silencieux et cela devant ses parents, devant ses enfants. Un meurtre par représailles. Le Géorgien est un ancien dirigeant séparatiste, en fait tchétchène. Il a combattu contre les forces russes pendant plusieurs années avant de finalement demander l'asile à Berlin. Vadim Krasikov, ou plutôt vous le voyez, Vadim Sokolov, il est en fait entré en Allemagne sous une fausse identité avec un faux passeport directement délivré par les services secrets russes. D'ailleurs, les services secrets, eh bien, c'est un monde qui est loin d'être inconnu pour cet homme, puisque c'est un ancien officier du KGB, ensuite devenu commandant d'une unité spéciale au sein du FSB. Alors, ce n'est peut-être pas un proche de Poutine, mais il a déjà rencontré le président russe dans un centre de formation militaire d'élite. C'est du moins ce dont il se vante en public. Alors, de son côté, on a le Kremlin qui a toujours nié toute implication dans le meurtre de l'homme, et la justice allemande a clairement, elle désigné les autorités russes, les autorités qui, selon elle, auraient ordonné à Vadim Krasikov de tuer le Tchétchène. Alors, Lydie, ce qui vient appuyer la thèse de la responsabilité de Moscou, c'est l'énergie qu'emploie Moscou, justement, depuis plusieurs années, pour faire sortir cet homme de prison. Oui, l'importance que Vladimir Poutine lui accorde, du moins, peut interroger, parce que pour le faire sortir de prison, eh bien, le chef d'État russe serait prêt à échanger un, voire plusieurs prisonniers, plusieurs otages américains emprisonnés en Russie, comme par exemple l'ancien marine américain Paul Whelan. On peut également citer le journaliste du Wall Street Journal, justement, Evan Gershkovich, vous le disiez, arrêté pour espionnage alors qu'il faisait son métier en Russie, celui de reporter. Joe Biden a assuré en juillet dernier qu'il envisageait sérieusement la possibilité d'un échange avec le Kremlin, mais sans donner bien plus de détails sur les conditions de cet échange. On imagine donc qu'il y a des discussions entre Moscou et Washington qui pourrait être en cours, selon d'ailleurs un haut responsable occidental spécialisé dans ce qui concerne la libération d'otages avec la Russie. Eh bien, Poutine serait même obnubilé par un échange de prisonniers uniquement avec cet homme, Vadim Krasikov. Alors, vous vous souvenez peut-être l'année dernière, en fin d'année, de cet échange de prisonniers, la basketteuse américaine Brittney Griner, libérée de prison, rapatriée aux États-Unis contre Victor Bout, ce trafiquant d'armes russe. Eh bien, à l'époque, déjà, selon CNN, la Russie était prête à échanger Paul Whelan contre Krasikov. Le problème, eh bien, c'est que si les États-Unis ne ferment pas la porte à cette possibilité, eh bien, on a l'Allemagne de son côté qui dit niet, l'homme a été arrêté, a été écroué à perpétuité donc pour un meurtre, et pour l'Allemagne, hors de question de le libérer. Merci Lydie. On se demande qui va gagner dans ce bras de fer américain, russe d'un côté, et les Allemands qui ne veulent pas libérer cet homme extrêmement dangereux. Natalia, qu'est-ce que représente cet assassin russe, Vadim Krasikov, pour que Poutine veuille à ce point le ramener en Russie? En effet, je ne sais pas. C'est intriguant. Ce qui m'étonne, c'est si Poutine veut personnellement, d'après ce qu'on publie, il veut personnellement le faire revenir, encore faut-il le prouver. Et pourquoi l'Allemagne refuse? C'est plutôt ça qui m'intéresse. Pourquoi l'Allemagne refuse? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer davantage que de libérer un journaliste américain? La seule chose à laquelle je pense, c'est que la guerre en Tchétchénie était en 2 actes. L'acte 1 était commencé par le précédent président, Yeltsin. Et c'était une guerre qui, du point de vue du journalisme, était couverte entièrement. Il n'y avait pas de...
il y avait pas d'énigme. En fait, c'était quasiment raconté en direct. Et il n'y avait aucun souci avec la censure. Et on en a fait presque le b.a.-ba du journalisme avec cette premier acte. Tandis que la deuxième guerre en Tchétchénie, c'était le sacre de Poutine. Il l'a organisé pour s'introniser et pour être légitime. Il a déclenché cette guerre avec une provocation. Il a fait sauter les immeubles. Donc il a déclaré la guerre, soi-disant, aux terroristes tchétchènes. Donc c'était une guerre faite de briques et de brocs pour se donner la légitimité sur le trône en tant que quelqu'un qui a la main ferme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sait davantage sur ce sacre de Poutine? Ça, je ne sais rien, mais c'est très, très étrange. Moi, une fois de plus, je me pose plus la question du côté des Allemands que du côté de Poutine. Vera? À mon avis, il y a très peu des aspects personnels ici. C'est plutôt pragmatique au niveau du travail des services de secrets en fait, russes en Europe. À mon avis, c'est pragmatique de point de vue de Kremlin pour deux raisons. Tout d'abord, on sait que Vadim Krasikov, jusqu'à la fin du tribunal, il niait tout. En fait, il n'a rien révélé au service secret allemand. Qui l'ont interrogé plusieurs fois, comment il a pu venir en Europe. On sait qu'il a passé par France, d'ailleurs. Après, il est allé en Pologne, et c'est que par Pologne qu'il a pu venir en Allemagne, où il a fait cet assassinat. Donc, il a tenu jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il a des secrets qu'il peut raconter, qu'il peut déposer auprès de services secrets allemands. Et c'est ces secrets, à mon avis, que Kremlin, bien sûr, veut cacher. Parce que les opérations comme ça, elles ne s'organisent pas individuellement. Ça veut dire qu'il y avait un réseau qui était utilisé pour organiser un assassinat de ce niveau. Voilà. Et deuxièmement, bien sûr, il y a aussi un signal que le Kremlin envoie aux autres en fait, agents comme était Krasikov, qui aussi font leur travail en guillemets en Europe. C'est que même si vous êtes arrêté, l'État russe va faire tout pour vous libérer. Et c'est pourquoi le Kremlin est prêt à aller assez loin, jusqu'au point d'arrêter les journalistes comme les journalistes américains, et après les négocier contre ces assassins. Finalement, ce sont les tueurs à gages, effectivement, les killers. Et ça se voit, en fait, maintenant, on voit très bien la logique du Kremlin. Pourquoi les journalistes américains étaient emprisonnés? Pas du tout pour l'espionnage, etc. Il faisait juste son travail de journaliste. Mais Poutine voulait en faire une monnaie d'échange dès le départ. Voilà. C'est le calcul que le Kremlin fait quand il prend en otage les étrangers qui sont en Russie, juste les étrangers qui habitent depuis longtemps, qui ont les familles parfois en Russie. Après, les journalistes aussi sont les cibles assez intéressantes, parce que c'est eux après qu'ils peuvent utiliser pour échanger contre les killers, contre les trafiquants des armes, comme c'était Victor Bout. Donc c'est un calcul que Kremlin a fait et qu'il utilise pour libérer les gens comme Krasikov et comme Bout. Margot Haddad. Je suis en contact avec le Wall Street Journal depuis l'emprisonnement d'Evan. Et ça a été quelque chose d'assez incompris de la part du Wall Street Journal, et même à très haut niveau, parce que Evan avait été accrédité assez dûment par la part des autorités russes. Et donc, cette enquête qui a été en cours, ça a été très compliqué pour les Américains d'avoir le moindre renseignement sur les conditions de détention d'Evan, puisqu'il est en détention provisoire pour le moment. Puisqu'il est dans une prison, la prison de Lefortovo, qui est une prison contrôlée par le FSB, où c'est une véritable isolation totale. Donc il y a une volonté d'isoler cette enquête le plus possible. Je ne peux pas vous donner le point de vue russe, comme Vera l'a fait, puisqu'elle connaît ça mieux que moi, mais du point de vue américain, en tous les cas, il y a eu une volonté d'afficher cette campagne de manière très forte au départ, d'avoir des t-shirts Free Evan avec des photos de lui sur les réseaux sociaux, des campagnes avec d'autres médias également dans le monde entier. Et puis, ils nous ont tous demandé de redescendre d'un cran.
C'est-à-dire de rendre ça beaucoup plus secret, puisque en fait, apparemment, ça agaçait les autorités russes qu'il y ait cette campagne de libération pour Evan, et qu'il avait de moins en moins de rendez-vous consulaires. En fait, c'était très compliqué pour les membres du consulat de rendre visite à Evan, d'avoir des contacts également avec ses avocats. Donc, ils nous ont demandé à tous, enfin les journalistes qui étaient en tous les cas les relais de cette campagne pour Evan, de se taire un petit peu, puisqu'il y avait potentiellement des discussions autour des échanges. Et c'est comme ça qu'on a su que petit à petit, des discussions par différents canaux, non pas les canaux diplomatiques normaux, c'est-à-dire Joe Biden et Vladimir Poutine, mais par d'autres canaux, notamment des services secrets, étaient en cours. Et ça me paraît assez plausible. En tous les cas, l'histoire de l'échange, elle est plausible. En plus, cette information est diffusée par le Wall Street Journal, qui est un des relais de la Maison-Blanche pour s'occuper de cette affaire et qui est au courant depuis le début de tous les aléas de cette enquête. Je précise, si vous nous rejoignez en direct sur LCI, que c'est en échange de la libération d'Evan Gershkovich que vous avez vu à l'image que Poutine que Poutine aimerait récupérer l'assassin russe Vadim Krasikov. Et j'ai lu que Joe Biden, depuis le mois de juillet, était clairement prêt à négocier. Mais comme l'a dit Lydie, c'est l'Allemagne qui bloque. Oui, c'est l'Allemagne parce qu'en fait, il y a une jurisprudence en Allemagne, comme l'a très justement dit Lydie, comme quoi quand on a un meurtrier qui a été jugé, on ne l'extradie pas. Et ça, c'est la jurisprudence en Allemagne. Et pour le moment, il n'y aura pas de volonté. Mais c'est-à-dire que si les Américains veulent tordre le bras pour la libération d'un de leurs journalistes, je leur fais assez confiance pour arriver à leur fin. Moi aussi, Margot. Aurélien Duchesne. Au-delà de la question des échanges de prisonniers ou de prisonniers politiques, il y a aussi le fait que Poutine donne autant d'importance à ce genre de cas. Ça montre aussi un rapport de plus en plus gênant aux tueurs à gages et à des opérations qui sont l'équivalent des opérations homo faites par la France, c'est-à-dire quand le service d'action de la DGSE fait ce genre d'opération, c'est dans le cadre de l'état de droit. Ce n'est évidemment pas le cas de la Russie. Or, au-delà de ce cas, quand on voit la manière, par exemple, dont Poutine fait monter le chef de la fameuse unité 29-155 du GRU, cette unité était déjà célèbre de l'époque soviétique, parce que c'était celle, justement, qui était spécialisée dans les assassinats clandestins. Aujourd'hui, le dirigeant de cette unité, Andrei Averyanov, qui avait notamment fait parler de lui il y a 5 ans pour la tentative d'assassinat de Sergei Skripal au Royaume-Uni, est pressenti pour reprendre tout ou partie des activités de Wagner en Afrique. Donc ça montre, premièrement, l'aspect assez gênant qu'entretient publiquement le pouvoir russe avec ce genre de choses. On appelle ça en France le démenti plausible. Normalement, c'est de dire on ne fait pas du tout ce genre de choses, etc. Tout ça n'existe plus au XXIe siècle. La Russie, désormais, s'en vante presque publiquement. Il y a aussi même, au sein de l'armée russe dite régulière, il y avait eu la Russie qui avait décoré un tueur, non pas à gages, mais un meurtrier de masse qui avait passé l'essentiel de sa vie en prison, qui était surnommé à la télé russe le maniaque, plus l'équivalent d'un Michel Fourniret chez nous qui avait dit publiquement à la télévision russe qu'il voulait se battre en Ukraine, et la télévision russe l'avait présenté presque comme un héros, un bon patriote. Donc tout ça, qu'on parle d'un côté des tueurs à gages que le Kremlin est prêt à récupérer au lieu de mettre ça sous le tapis, et de l'autre côté de la propagande russe qui met en avant des criminels, non pas de guerre, mais des criminels avérés. Tout ça, ça montre quand même un rapport qui est de plus en plus inquiétant vis-à-vis du monde de la criminalité pure, y compris de la part de Poutine lui-même. Ça prouve que Vladimir Poutine mène encore la danse, puisqu'il fait enfermer des journalistes pour pouvoir en faire des monnaies d'échange.